Michel Topman, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être de si bon matin avec nous à partir de Paris. Nous vous avons sollicité bien entendu pour essayer de nous éclairer sur les derniers développements liés au dossier iranien et en particulier à ce tir on va dire cette fusée qui a été porteuse apparemment d'un satellite qui devait être mis en orbite autour de la Terre par les Iraniens. Ça n'a pas tellement bien marché, le satellite n'a pas pu être mis en orbite, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la réaction de Benyamin Netanyahou hier, qui est entouré de deux chefs d'état-major, le sortant et le nouveau, a tout simplement accusé les Iraniens de mentir effrontément en affirmant qu'ils voulaient lancer un satellite. En fait, selon Netanyahou, il s'agirait là d'un tir ou d'un essai de missile balistique intercontinental déguisé. Et il semble que quelque part, du côté des Américains, on a l'air de confirmer ce type d'information, peut-être même également des Européens et des Français. Vous allez nous le dire. Comment d'abord doit-on interpréter ce tir, cet argumentaire iranien selon lequel il s'agit d'un lancement de satellite? Bon, écoutez, je pense que l'analyse ou plutôt les informations de Netanyahou sont justes. Les Iraniens ont repris, continuent, amplifient leur production de missiles balistiques, c'est-à-dire de missiles qui peuvent porter des charges nucléaires. Et donc, c'est une ligne rouge qui est franchie pas seulement par rapport à Israël, mais par rapport à l'ensemble de la communauté internationale. Et disons que là, c'est un deuxième front qui s'ouvre. On avait le dossier du nucléaire. Sur la question du nucléaire, l'accord est mort, disons les choses franchement. Depuis le retrait des États-Unis, il n'y a plus, l'accord n'a plus il se survit à lui-même. Les Européens ont tenté de le faire survivre, mais de leur côté, les Iraniens ne se sentent plus liés par cet accord. Et donc, il y a de fortes pressions pour reprendre la course à l'arme atomique. Ce qui est assez logique, d'ailleurs, puisque la seule chose qui avait pu geler cette course à l'arme atomique, c'était la levée des sanctions. Les sanctions étaient à nouveau imposées. Il n'y a plus d'avantage économique pour la République islamique à stopper ce programme nucléaire militaire, pas seulement civil mais militaire, et donc on est dans un processus de reprise de cette course à l'arme atomique qui avait été gelée en 2015. Voilà. Alors les Iraniens ne veulent pas l'assumer, ça c'est normal. Apparemment, sur le plan technique, on l'a vu avec le crash d'un avion. C'est un autre événement, mais qui peut être mis en rapport. Le crash d'un avion militaire il y a 2 jours en Iran. La technologie iranienne n'est pas très au point. Elle est usée, elle est vieille, comme l'économie et comme le pays, et comme le régime. Donc, il y a effectivement quelque chose qui est quand même inquiétant et qui est inquiétant pour les Européens et pas seulement pour les Israéliens, parce que les Européens, eux, sur la question du nucléaire, s'accrochent toujours, même sans trop y croire, à cet accord qui avait été signé en 2013 en 2015 par les 5 puissances membres permanentes du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Les Européens voulaient le faire revivre, mais les Européens, pour eux, ont toujours dit, en tout cas la France, l'Allemagne, les principaux pays, que la question sur laquelle ils ne transigeraient pas, c'était les missiles balistiques. C'est ça, les missiles balistiques. C'est un nouveau point d'achoppement, voire de conflit avec les Européens. Alors, vous avez dit que c'est un second front. Quand on voit ça de vue d'Israël, on peut parler même de 3 fronts, puisqu'il y a le nucléaire. Troisième, oui, bien sûr. Et puis l'expansionnisme iranien en Syrie, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais pour revenir à justement ce front des missiles balistiques, c'est un point qui Benyamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez qu'il peut parvenir à convaincre, on va dire, les Européens, les signataires de l'accord de Vienne, du fait que de la même manière, comme je le disais hier soir, menteur un jour, menteur toujours. C'est-à-dire que si déjà les Iraniens mentent pour les missiles balistiques, on le voit de manière évidente, eh bien ils mentent aussi également dans le domaine du nucléaire. Et est-ce que cet argumentaire de Netanyahou peut toucher Macron par exemple? Alors écoutez, soyons clairs par rapport au nucléaire. On a deux discours et plutôt deux angles de vue qui sont différents. Du côté de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'organisme chargé de faire les inspections et de surveiller l'accord,
l'AIEA a toujours dit, et ils ont les meilleurs techniciens, ils ont les très bons techniciens, meilleurs que vous et moi, en tout cas vous je sais pas, mais moi aussi, et meilleurs que tout le monde. Et eux, ils ont assuré que l'Iran respectait ses engagements de ne plus produire d'uranium enrichi, d'enrichir à un certain niveau, etc. Et donc de ne pas continuer à chercher à produire l'arme nucléaire. Le problème, il est dans l'ambiguïté, il n'est pas dans les faits eux-mêmes. Il est que il est dans l'ambiguïté même de cet accord, c'est que cet accord n'est pas un accord pour le démantèlement le démantèlement de l'appareil de production nucléaire. C'était un accord qui l'a gelé. Donc les infrastructures restent, les moyens restent, ils sont en veilleuse. Donc Netanyahou n'a pas tort. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux ont raison. Ouais. Netanyahou n'a pas tort de dire que cet appareil peut être réactivé du jour au lendemain et que donc les Iraniens n'ont pas renoncé à l'arme atomique. Mais l'AIEA n'a pas tort non plus de dire qu'ils respectent l'accord. Donc c'était dans l'ambiguïté de l'accord. Mais aujourd'hui, l'accord, il est dépassé. Ce que je veux dire, c'est qu'un accord, pour se marier, il faut être deux. Si l'un des membres du couple ne veut plus être marié, il n'y a plus de mariage. Bon, eh bien, pour un accord à 6 ou à 7, il faut être 7. Et si la principale puissance, les États-Unis, s'en retire, il n'y a plus d'accord. Voilà. Donc, et d'ailleurs, pour les Iraniens, le plus important, c'était quand même l'accord avec les États-Unis plus qu'avec les Européens. Donc là, on est dans une période de transition, de flou, et puis avec beaucoup d'incertitudes au niveau du pouvoir iranien. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens chez les Iraniens, il y a surtout parmi les gardiens de la révolution, l'aile politico-militaire, disons ceux qu'on pourrait appeler les plus durs, qui ont intérêt, eux, et qui veulent, en tout cas, pousser vers une espèce de fuite en avant, et ils ont allumé tous les feux. Reprise du programme de l'uranium enrichi, l'uranium enrichi à 20% qui permet d'aller peut-être en 6 mois, en 1 an, on des gens à l'arme atomique, les essais de missiles balistiques, et puis surtout aller vers la confrontation avec Israël, en tout cas la provocation avec Israël, parce qu'on l'a vu sur le plan militaire, ils n'ont pas vraiment les moyens de confrontation, en maintenant leur base à ce courant, il est important, il est dominant en Iran, c'est-à-dire il est capable d'imposer, c'est lui qui est en train d'imposer par exemple cette tentative de lancement de satellite. Alors ce courant, il tient la gâchette. Ce courant, on n'est pas dans une démocratie, donc c'est pas une question. Bon, on est dans un pays qui est théocratique, mais en même temps il y a une forme de démocratie, mais c'est une démocratie islamique. Ouais. Donc il y a des débats au sein même du régime, mais les choses ne se discutent pas publiquement, ouvertement, surtout les questions militaires. Ce courant, ce sont dans les mains des gardiens de la révolution. C'est ça, ce sont les mêmes gardiens de la révolution que l'on a ici avec Qassem Soleimani en Syrie. Ce sont les charmants voisins qui sont installés, qui campent au nord d'Israël, voilà. Ils font du camping sauvage au nord d'Israël à quelques dizaines de kilomètres, voilà. Donc c'est ça un peu le problème. Et donc ils sont en train d'allumer tous les feux dans quelque chose alors qui relève beaucoup de la politique intérieure, c'est-à-dire reprendre la main face à la contestation, etc. Et puis pas façon réformateur, et qui sur le plan extérieur est quand même voué à l'échec, parce que du point de vue du rapport de force, on peut provoquer Israël, on peut provoquer les États-Unis, on peut provoquer les pays arabes, mais on le voit bien pour l'instant quand même. Ce qui est assez pathétique pour les gardiens de la révolution, c'est que malgré tous leurs grands discours, ils sont incapables de riposter aux destructions de leur base par les Israéliens. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois que les Israéliens régulièrement pilonnent des bases iraniennes. Alors ils ont beau dire que c'est pas vrai, vous avez vu, ils arrivent même à dire que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu d'attaque israélienne, etc. Et donc la réalité du rapport de force militaire qui est très défavorable aux Iraniens, non pas parce qu'ils n'ont pas des hommes ils ont le matériel humain pour envoyer la chair à canon pour mourir en martyr, mais ils n'ont pas la technologie face à Israël. Et donc il y a une infériorité technologique qui est le fruit de 40 ans de République islamique, de sous-développement, de non-développement, comme dans tous ces pays dictatoriaux qui sont fermés sur le monde. Donc ce sous-développement technologique et cette infériorité militaire est en contradiction avec les discours qui sont tenus en Iran actuellement, y compris Rouhani, qui est considéré comme l'un des plus modérés, qui ont dit encore il y a quelques jours, nous allons détruire Israël, nous planterons le drapeau palestinien flottera sur Tel Aviv. Israël est déjà... Bon, ils ont même
souligner un truc un peu rigolo quand même, c'est que le fait que les combats se soient arrêtés à Gaza il y a quelques mois, au bout de 10 jours, c'était la preuve vraiment qu'Israël était à genoux. Voilà. Ouais. Donc il se raccroche à des idées auxquelles la population iranienne ne croit pas vraiment. Mais par contre, la chose quand même qu'il faut prendre au sérieux, c'est que même avec un adversaire comme celui-ci, des provocations peuvent mener quand même à une confrontation. Une confrontation est quand même dangereuse, parce que si demain il y avait une confrontation via le Hezbollah, qui est quand même le principal bras armé des Iraniens dans la région, il y aurait malheureusement des débats de côté. Puisque vous en parlez, le Hezbollah aurait peut-être eu l'occasion rêvé de lancer une confrontation lorsque les Israéliens ont découvert leur tunnel offensif, et pourtant il ne l'a pas fait. On a le sentiment justement que la force de dissuasion qui patauge un peu du côté du sud, à Gaza, face au Hamas, eh bien, elle a l'air d'être très efficace toujours, 12 ans après la guerre du Liban. C'est-à-dire face au Hezbollah. Parce qu'ils ont des intérêts politiques. Ça veut dire que le Hezbollah, est-ce que ça veut dire que le Hezbollah peut dire aux Iraniens, pas maintenant, nous ne sommes pas capables, ou alors c'est les Iraniens qui imposent leur diktat concernant... Alors là, franchement, je vais vous dire, pour être très honnête, c'est comme, vous savez, du temps de la soviétologie, on disait au Kremlin, Podgorny est plutôt réformateur, Kosygin est plutôt conservateur. En réalité, on ne sait pas grand-chose non plus. C'est-à-dire que ce qui se passe... Alors peut-être que les services israéliens s'en savent plus que moi, mais on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pouvoir iranien. On sait qu'ils sont divisés, on sait qu'ils sont... que le guide Khamenei est en bout de course, qu'il est malade, qu'il a 80 ans. On sait qu'il y a donc des enjeux de succession. On sait que la population, dans les milieux urbains... Et est-ce que l'on sait si les sanctions ont un impact quelque part dans toute cette situation, les sanctions économiques? Alors les sanctions ont été amorties quand même par rapport à ce qui avait été annoncé. Alors, vous avez vu quand même les États-Unis avaient annoncé des sanctions très lourdes, et puis finalement il y a 8 pays qui sont exemptés qui continuent à apporter du pétrole. Il y a les sanctions, mais de toute façon les sanctions qui existent pas seulement depuis novembre dernier, mais depuis plus longtemps, et celles qui ont été posées à nouveau, ont aggravé une situation économique qui n'est pas bonne. Le vrai problème pour l'Iran, c'est que cette politique, cette stratégie qui a été initiée par Barack Obama et par les autres pays occidentaux, avec le pouvoir iranien, le nouveau pouvoir iranien, avec le président Rouhani, l'idée c'était de dire on va injecter de l'argent dans l'économie iranienne et l'économie va en profiter, donc le pays va se libéraliser. C'est pas idiot, c'est une cohérence. Le problème, c'est que quand vous injectez de l'essence dans un moteur qui fonctionne plus, eh bien le moteur tousse. Et le problème, c'est que l'économie iranienne, après 40 ans de révolution islamique, elle a beaucoup de mal, même si vous mettez de l'argent frais, même si vous investissez, même si vous achetez, même si vous fabriquez des voitures là-bas, ça améliore un peu les choses, mais ça ne change pas foncièrement la donne. Et donc la levée des sanctions qui n'a pas été totale, qui a pour les deux années et demie où les sanctions ont commencé à être levées, n'ont pas porté les fruits qui étaient espérés, qui étaient escomptés, et c'est le fait de ce système qui est un système clanique, qui est un système mafieux. Seul 20 à 25% de l'économie appartient au secteur privé. Autrement, l'économie est une économie un peu à la soviétique, c'est-à-dire avec des grands consortiums d'État et puis des fondations religieuses, des familles qui monopolisent, des familles d'ayatollahs ou d'autres personnes, ou des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est pas seulement une armée, c'est une puissance économique, c'est la principale puissance économique du pays. Ils ont la haute main sur l'armement, ils ont la haute main sur des industries, ils ont la haute main sur des entreprises. Et donc c'est un pays qui fonctionne, vous voyez, c'est un moteur qui fonctionne plus, qui est vieux, et qui fonctionne plus. Et donc là, le problème, il est à l'intérieur de l'Iran, c'est-à-dire comment réformer l'économie. Mais on peut pas réformer l'économie sans changer la politique. On peut pas réformer l'économie sans s'attaquer à des privilèges, à des monopoles et à ceux il y a des familles qui tiennent le pays. Donc c'est un peu toute la complexité. Et la balle est du côté des Iraniens. Donc ils ont des gros problèmes à l'intérieur. Pour arriver, là c'est le 40e anniversaire de la révolution islamique. Y aura-t-il un 42e, un 43e, un 45e? C'est bien la question qui est posée aujourd'hui.
Alors, Michel Taubman, je profite que vous soyez bien plus près de nous. Merci pour toutes ces explications concernant le dossier iranien qui préoccupe pas mal les Israéliens. Mais puisque vous êtes beaucoup plus proche que nous de la Grande-Bretagne et que vous êtes un observateur avisé, je voulais savoir, avoir votre réaction à ce vote de défiance contre Theresa May la nuit dernière qui risque de poser un véritable problème au Brexit. Est-ce que ce Brexit aura lieu ou non? Et quelles sont, à votre avis, les répercussions de ce qui s'est passé hier soir en Grande-Bretagne au Parlement? Écoutez, bon, alors vous êtes gentil. Moi, je suis plus près géographiquement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la proximité géographique n'implique pas d'avoir plus d'informations. Mais j'ai lu les informations depuis hier soir, voilà. Simplement... quel impact ça peut avoir pour l'Europe, tout simplement? Alors déjà, à l'intérieur, Theresa May est confrontée à une motion de censure. Ça, oui. Là, deuxièmement, on voit les limites des référendums. C'est puisque la question, d'ailleurs, Emmanuel Macron a saisi la balle au bon hier par rapport, vous savez, en France, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudra un référendum d'initiative citoyenne. Bon, c'est vrai que, et ça, moi, je le pense aussi par rapport au référendum qui avait été fait en France sur le traité européen en 2005. Il y a des questions qui sont extrêmement techniques et donc les référendums, ça impose de simplifier les choses. Et donc les Britanniques se sont mis dans une drôle de situation puisqu'ils ont voté ce retrait. Le peuple a voté le retrait de l'Union européenne. Le peuple, il est difficile de revenir. On ne peut pas faire comme les Français ont fait, puisque les Français, le traité constitutionnel avait été rejeté par le référendum en 2005, et puis les gouvernements de Nicolas Sarkozy sont revenus devant le Parlement pour faire voter la même chose. Donc aujourd'hui, les Britanniques regrettent leur vote. Donc l'expression des parlementaires, c'est l'expression de l'opinion du peuple britannique aujourd'hui. Et donc les Britanniques d'aujourd'hui sont confrontés aux Britanniques d'il y a deux ans, ceux qui ont voté le Brexit. Bon. C'est ça un peu le problème. Ils sont confrontés à eux-mêmes, mais c'est malheureusement la suite. L'Europe est quand même dans une situation de crise, voilà, extrêmement profonde, et de d'éclatement et de décomposition. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Michel Taubman de nous avoir éclairé en particulier donc sur les développements concernant l'Iran, mais aussi donc votre avis sur ce qui se passe aussi de l'autre côté de la Manche. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Bonne journée, shalom.